Europe 1, Ondelat raconte. Et bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, comme tous les jours. Et au passage, je vais tenter de tordre le cou à la bêtise. Allez savoir, je vais peut-être y arriver. Je vais vous raconter l'histoire de Diams, cette jeune chanteuse de rap devenue star parmi les stars au début des années 2000 et qui en 2010, je le disais, façon Brigitte Bardot, façon Jacques Brel, façon Cat Stevens, a tout envoyé balader. La vie de star du show business ne lui plaisait pas, elle y a mis un terme d'un coup. Et la bêtise, me direz-vous? Eh ben, la bêtise, elle est venue du fait que dans le même temps, elle qui avait été baptisée catholique, mais qui n'était pas pratiquante, s'est convertie à l'islam et s'est mise à porter le voile. Et dans cette France, où pour certains l'islam fait office d'épouvantail ultime, elle en a pris plein la figure. Et à voir les messages de haine qui surgissent sur Twitter depuis que j'ai annoncé que j'allais raconter son histoire, je perçois que les gens n'ont pas compris sa démarche. Eh bien, peut-être que quand je vous aurai raconté son histoire, inspirée des 2 livres qu'elle a elle-même publiés, vous admettrez que la foi peut sauver quelqu'un et lui permettre d'accéder à une forme de sagesse qui jusque-là, elle ne connaissait pas. Elle ne connaissait, vous le verrez, que la folie de la vie. Pour le débrief tout à l'heure, j'ai invité Juliette Fievé. Bonjour Juliette. Bonjour Christophe. Vous avez fait tous les métiers du rap. Vous avez managé des rappeurs, lesquels par exemple, des noms comme ça? Je me suis occupée de Kerry James, entre autres, Expression Directe. J'ai beaucoup travaillé avec la Mafia Quinfri et avec pas mal d'artistes américains aussi, type Sean Paul. Vous avez travaillé en maison de disques, vous avez été directrice artistique, puis vous avez animé des émissions de télé et de radio sur ce qu'on appelle les musiques urbaines ou le hip-hop. Aujourd'hui, vous êtes à RFI, à la radio, et surtout, vous venez de lancer Le Grand Paris, une émission hebdomadaire sur YouTube, la seule émission qui soit consacrée au hip-hop, ce qui est assez étonnant parce qu'aujourd'hui, le hip-hop, c'est ceux qui remplissent le plus les salles de concert. Complètement. C'est ceux qui vendent le plus de disques. Et il n'y a pas d'émission consacrée à cette à cette culture, c'est quand même la musique qui se vend le plus en France et au monde et la moins diffusée sur les médias généralistes. Et donc ça n'est pas qu'une émission hip-hop, c'est une émission d'actu et de divertissement qui a pour principaux protagonistes des rappeurs, parce qu'on les entend trop peu souvent s'exprimer justement sur des sujets d'actu, sur la vie, sur la politique, sur la géopolitique, et j'avais envie de leur donner cet espace-là. Le Grand Paris sur YouTube. Voici donc l'histoire de Diams, de la folie à la sagesse. Je l'ai écrite avec Marion Sauveur, elle est illustrée par des extraits de l'émission 7 à 8 de TF1. C'est la seule interview qu'elle ait jamais accordée sur son histoire. Écrite donc avec Marion Sauveur, réalisation Céline Lebras. Ondelat raconte sur Europe 1. Je vais me livrer aujourd'hui à un exercice intéressant, très intéressant. Je vais vous raconter 2 fois la même histoire. Une fois version paillette et une fois version off. Version réalité, crue, dure. Les gens rêvent d'une vie de star, une vie de gloire, une vie dans la lumière. Personne ne sait ce que ça veut dire vraiment. Et comment ça peut venir percuter, détruire l'envie légitime que l'on peut avoir d'être juste quelqu'un de bien. Rien de plus. C'est parti? Alors voilà la version paillette de mon histoire. J'ai choisi de la débuter en janvier 2007 à Cannes, le soir des Energy Music Awards. Cette cérémonie qui récompense les chanteurs français uniquement par le vote du public. Et elle est là, Diams. Bien sûr qu'elle est là. L'année dernière, elle a vendu plus de 600 000 exemplaires de son 3e album, Dans ma bulle. Elle est là, souriante comme toujours. Bien sûr, elle n'a pas mis de robe de soirée. Elle est rappeuse. Elle a mis un jean et par-dessus une jolie tunique. Mais elle a quand même enfilé des talons à paillettes. Elle est nommée pour le prix le plus prestigieux de la soirée, la chanson francophone de l'année. Pour cette chanson qu'elle va chanter là, maintenant, devant tous ces gens qui l'acclament. La boulette. Je suis une boulette, me demande pas si j'aime la vie, moi j'aime la rime, mais j'en viens pas juste parce que ça fait zizi. Comme un coup de carton, comme un coup de hardcore dans les écoles. Y'a comme un coup de foulette chez les mots. Comme un coup de boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, on étonne, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non. Génération, non. Alors ouais, on déconne, on étonne, non, c'est pas
soir-là, à Cannes, elle rafle tout. Album francophone de l'année, artiste féminine de l'année et chanson francophone de l'année. Pour La Boulette, on la voit qui saute partout dans les bras de son équipe et puis elle monte sur scène avec eux et elle prend le micro. Je suis choqué par la boubou quand même. Je voudrais vous dire simplement que je sais pas, je vous kiffe. Merci à tous, toutes les boulettes de France. Merci à tous les gens qui sont venus me voir en concert. Et après boîte de nuit, bien sûr, avec toute sa clique et les chéris du show business. Oh ma chérie, tu as été tellement formidable. C'est vraiment mérité tout ce qui t'arrive. Je suis trop contente pour toi. Cette soirée consacre une incroyable réussite. Une fille, rappeuse, chanson de l'année, artiste de l'année, album de l'année. C'est un conte de fées. Et après ça continue. Dans ma bulle dépasse les 1 million d'albums vendus. Disque de diamant. Et dans la foulée, tournée mondiale, s'il vous plaît. Enfin mondiale francophone. Les Antilles, Madagascar, Nouvelle-Calédonie, Maroc. La journée à la plage. Le soir, des concerts complètement dingues avec 7000, 8000 personnes. Et puis retour en France pour la tournée des festivals d'été. Avec cet album Dans ma bulle, Diams est devenu une star à 26 ans. Et la belle aventure se poursuit l'année d'après, en 2008. En mars, elle est même invitée à chanter aux très sérieuses Victoires de la musique. Elle n'est pas nominée puisqu'elle n'a pas sorti d'album cette année. Mais elle est là, naturellement, pour chanter son autre tube. C'est pas ma France à moi, c'est France profonde. Celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge. Avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi, cette France profonde, non. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, non. Les victoires, c'est parfois un peu tristoun, un peu coincé. Mais là, les gens se lèvent, tout le public. On t'aime, Diams. Merci. On t'aime. Merci, moi aussi. Merci. À tout à l'heure. Elle est émue. Elle a les larmes aux yeux. Et on pourrait croire que ce sont des larmes de joie. Eh bien non. Car dans un instant, je vais vous raconter la même histoire, mais version Diams. L'histoire d'une jeune fille qui s'est perdue dans le show business. On reprend exactement au même moment la soirée des Energy Music Awards à Cannes le 20 janvier 2007. Vous savez le moment où elle chante La Boulette sur scène. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne, non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non. Génération, non, non. Ce soir-là, elle rafle 3 prix. Et elle file avec toute son équipe et les chéris du showbiz en boîte de nuit. Mais dans la version off, ça ne lui plaît pas du tout. Tout ce charivari, ces litres d'alcool. À peine arrivée, elle n'a qu'une envie. Rentrer à son hôtel. Alors elle sourit, oui. Mais elle se force. Elle reste parce qu'elle doit rester. Elle dira plus tard qu'elle était esclave de sa gloire. Et le lendemain, dès le réveil. Allô ? Oui, bonjour, vous êtes Diams ? C'est pour vous proposer de porter nos baskets. On vous en envoie une paire si vous voulez. Ah non, non. Ça va, merci. Ce sont des baskets très à la mode, vous savez ? Non, je vous ai dit non. Et quand ce n'est pas des baskets, ce sont des marques de fringues ou des marchands de téléphones portables qui veulent lui faire des cadeaux. Vous ne saviez pas ça, hein ? Mais les stars reçoivent des tonnes de cadeaux, 365 jours par an. Sauf que Diams, elle ne marche pas à ça. Elle choisit les fringues qu'elle porte. Point. Elle n'est pas extravagante de toute façon. Elle est réservée, elle est pudique, elle est même un peu complexée. Elle aime chanter, mais tout le reste, elle déteste. Déjà, quand j'étais dans le feu de l'action, j'oubliais ma souffrance. Ça, c'est vrai. J'étais sur scène et là, tout d'un coup, c'était l'explosion. C'est les à côté qui étaient très douloureux. C'est le silence,
c'est l'angoisse, c'est la solitude. Ça, c'est des choses que j'ai eu beaucoup de mal à gérer. L'arrivée du statut de star, qui ne me convenait pas. Certes, j'ai essayé de kiffer, mais j'y suis jamais arrivée. J'ai essayé d'aller m'amuser dans des soirées, j'ai essayé de pipoliser, j'ai essayé tout ça. Tout ce que quelqu'un a rêvé d'avoir dans une vie de star, je l'ai eu. J'ai cru à ce rêve, et effectivement, c'est un leurre. Même l'argent, ça ne l'intéresse pas. De toute façon, elle n'a pas le temps de le dépenser. Mais ça la culpabilise de gagner tant d'argent, parce qu'elle en gagne. Elle en gagne beaucoup. Elle voudrait tout donner à des associations, à l'Afrique, elle voudrait aider les autres. Mais même ça, elle n'a pas le temps. Pour ses amis non plus, elle n'a plus le temps. Et d'ailleurs, elle en a beaucoup perdu dans cette aventure. Tout ça, si on tend bien l'oreille. Elle le dit dans ses chansons. Dans celle-là, par exemple. Me voici fin 2007, je me retrouve seul dans mon appart. Dans ma tête, c'est le casse-tête, je suis millionnaire. En dollars, je me sens coupable. C'est beaucoup trop pour mes petites épaules. Dieu est-il si bon que ça? Ai-je vraiment rempli mon rôle? On ne peut pas dire que Diams n'est pas entourée. En tournée, il y a 40 personnes qui gravitent autour d'elle. Et pourtant, elle se sent seule. Elle le dit. Elle se plaint tout le temps. Je me sens pas bien. Je suis trop mal. On la traite d'enfant gâté. T'as tout pour une vie heureuse, Diams. Comment j'aimerais être à ta place. Profite de la vie. À la fin de l'été 2007, à la fin de la tournée, Mélanie, car c'est son vrai prénom, se retrouve dans l'appartement tout neuf qu'elle vient de s'acheter, dans le 16e arrondissement de Paris, chez les Bourges. Plus de concerts, plus de voyages, plus de palaces, plus de collègues, plus de rien. Et l'angoisse qui monte. Et la nuit, impossible de fermer l'œil. Alors elle prend des somnifères. Et puis elle voit se profiler les fêtes de fin d'année. Elle se dit qu'elle va les passer toute seule. Elle s'achète un billet pour l'île Maurice. Elle y est déjà allée 2 fois. Elle se sent bien là-bas. Ça va lui faire du bien. Et ma foi, peut-être qu'elle pourra se lancer dans l'écriture de son prochain album. Mais sur place, le vide artistique. Et cette pression qu'elle se colle. Si je refais pas un bon disque, le public va me lâcher. Alors elle pleure. Elle pleure pendant des heures. Ah ouais, j'ai pleuré toute seule. En fait, c'est ça que les gens ils voient pas. J'ai envie de dire, mais est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est réussir sa carrière? Moi, je sais que c'est pas ça. J'étais malheureuse, j'étais seule dans mon lit. Il m'arrivait de pleurer, mais vraiment comme un bébé, hein. À ne pas savoir ce que je fichais sur la terre. Elle est tellement mal, Mélanie, qu'elle échoue dans une clinique psychiatrique. La Villa des Pages au Vésiné, dans les Yvelines. Un lit, une place, une petite salle de bain, pas de téléphone, pas d'internet, et pas le droit de sortir de la clinique, juste la possibilité de se promener dans le jardin. Ça lui va bien. Tous les jours, elle voit le psychiatre, 20 minutes, elle lui raconte sa vie. Son père chypriote, qui l'a abandonné à 4 ans, qu'elle a vu un peu jusqu'à ses 10 ans, et puis plus de nouvelles. Elle prend des cachetons, bien sûr, dès qu'ils réveillent et dès qu'ils font dormir. Et petit à petit, elle reprend pied. Et là, tombe le diagnostic des médecins. Elle est bipolaire, Mélanie. Autrefois, on disait maniaco-dépressif, c'est la même chose. C'est une vraie maladie. C'est une psychose qu'on peut stabiliser avec un bon traitement. Mais c'est une tuile. C'est une vraie tuile dans une vie. Cette scène se situe juste avant la fameuse soirée des victoires de la musique. Je vous ai raconté tout à l'heure cette soirée où Nagui dit « On t'aime, Diams. Merci. On t'aime. Merci, moi aussi. Merci. À tout à l'heure. » Je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand elle sort de scène, Diams pleure. On pouvait penser que c'était des larmes de joie. Ce que les gens ils savent pas, c'est que je suis complètement stone, quoi.
J'ai pris beaucoup de cachets, je sors de clinique psychiatrique. Je fais le truc parce qu'il faut le faire. Et là, tout le monde se lève. Et ça me dépasse complètement. J'ai même pas pu retenir mes larmes. J'avais envie de dire aux gens, mais arrêtez. Vous savez pas. Là, vous voyez une enveloppe, mais dedans, c'est mort. Il n'y a plus rien. Je suis vide, je suis triste, je suis malheureuse. Je n'aime pas ma vie, je n'aime pas la vie. Alors je cherche des réponses à mes doutes, mes cicatrices. Petite star, je suis fini, vu de la clinique psychiatrique. J'en sors en vrac, mes dogmes me montent au crâne. Aux victoires de la musique, ma gloire me monte aux larmes. 2 jours après ses victoires de la musique 2008, Diams est de retour à la clinique psychiatrique du Vésiné. Europe 1, Ondelat raconte. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Diams, cette jeune chanteuse de rap, star au début des années 2000 et qui un jour envoie tout balader. Et je vous ai raconté la version in et la version off des 2 années qui la voient triompher avec des titres comme La Boulette ou Ma France à moi, les années 2007 et 2008. Elle est au sommet de sa gloire, mais en vérité, elle est en pleine dépression. Et elle se retrouve après sa tournée en clinique psychiatrique, diagnostiquée bipolaire, maniaco-dépressive. Elle ne supporte plus le monde du showbiz qui l'oblige à faire semblant en permanence. Cette histoire, nous allons la débriefer tout à l'heure avec Juliette Fievé, qui connaît par cœur le monde du rap pour avoir été tour à tour en maison de disques et animatrice à la télévision et à la radio. Nous en étions au moment où, après les victoires de la musique 2008, Mélanie, c'est son vrai prénom, retourne en clinique psychiatrique. Et dès qu'elle sort, elle appelle son père, qui vit à Chypre, et avec lequel elle a toujours eu des relations très difficiles. Son père qui l'a abandonnée petite, sa blessure. Et elle va le rejoindre à Nicosie, la capitale de Chypre, pour tenter de lui parler. Mais le courant ne passe pas. Alors au bout de 3 jours, elle rentre. Et elle se retrouve telle une loque chez elle, assommée par les cachetons, clouée par la dépression, fichue maladie. Et puis, il faut bien qu'elle replonge. Elle a des dates de concert à honorer. Elle doit chanter à Yaoundé, au Cameroun. Et la voilà qui s'envole vers l'Afrique. Le stress. Elle a oublié les paroles de ses chansons. À cause des médicaments, bien sûr. Alors comme à l'école, elle s'écrit des antisèches au creux de sa main. Le jour du concert, sur la place de l'hôtel de ville de Yaoundé, waouh la folie! On lui avait parlé de 20 000 personnes. Il y en a au moins 80 000 devant elle. Une dinguerie, les gens sont serrés comme des sardines. Ça lui fait peur. Et Diams, dans l'état dans lequel elle est, ça l'angoisse. Elle annulerait bien, tiens, pour des questions de sécurité. Mais the show must go on. Et la voilà sur scène. Et au bout de quoi? À peine 1 minute. Le blackout total. Panne générale d'électricité. Et donc concert annulé. Retour en France. Retour à la dépression. Et un après-midi de mai, en pleine crise d'angoisse, Mélanie avale tous les somnifères de sa pharmacie. Et elle appelle les pompiers. Le jour où en fait j'ai eu envie de dormir. C'est-à-dire qu'en fait je voulais pas mourir, parce que j'ai jamais vu la mort comme un repos, personnellement. Mais toujours cette envie de dormir. Et la souffrance était assez grande pour qu'on préfère me garder à l'étroit pour que je ne fasse pas de mal aux autres et que je m'en fasse pas à moi-même. Effectivement. Elle se retrouve à l'hôpital à Courbevoie, lavage d'estomac. Elle est sauvée. Et elle embobine le psychiatre qui la laisse sortir. Parce que demain, elle est en studio. Demain, elle enregistre une chanson, un nouveau titre de son prochain album. Et ça passe.
Ça passe. Personne ne s'aperçoit de l'état dans lequel elle est. Dans la foulée, elle s'occupe d'elle. Elle voit des psychologues et des psychiatres. Et on lui dit que peut-être elle n'est pas bipolaire, mais dépressive. Juste dépressive. Ah, la psychiatrie. Science désespérément molle. Ensuite, vacances chez une amie, au soleil, près d'Aix-en-Provence. Et c'est une conversation avec sa copine Charlotte qui va lui faire comme un électrochoc. Comment tu te sens, Mélanie? Je vais mal, Charlotte. Je vais mal. J'ai raté ma vie. Je vaux rien. Mais non, tu vas arrêter ton délire, là. C'est quoi ce truc de dire que t'es nul? T'as ta mère, t'as tes amis qui sont là. T'as vendu des millions de disques. Les gens te kiffent. T'as une vie de rêve. Allô, quoi, tu nous saoules, Diams. Tu crois que c'est ça, la vie? Non, c'est pas ça, la vie, Mélanie. Alors, quand elle rentre à Paris, c'est décidé. Elle va se secouer les puces. Et tiens, si elle passait son permis de conduire pour commencer. Et elle dit des choses dans ses chansons. Alors je fuis, je voyage, l'île Maurice et Bali. Je rêve autant des Maldives que de marcher au Mali. Mes amis me soutiennent, me motivent et me guettent. Et ma mère cache sa peine sous des milliards de je t'aime. Je suis à court de force quand dans la rue on me désigne. J'aime l'amour que l'on me porte mais pas que l'on me surestime. Ça me gêne tous ces regards, ces filles en larmes quand elles me croisent. La gloire des médias me dépasse donc désormais je la toise. Un soir de décembre 2008, elle est à Lyon avec Charlotte et sa copine Soussou. Et à un moment donné, Soussou, qui est musulmane, dit « Excusez-moi les filles, je reviens, je vais prier. » Et là Mélanie lui dit « Attends, je te suis, je viens avec toi. » Elles sont toutes les deux dans la salle de bain pour se purifier. Et Mélanie se met à prier. « Oh mon Dieu, toi qui m'entends, soigne mon cœur, je t'en supplie. Soigne-moi, je vais si mal, si mal. Personne ne comprend ma souffrance. » Mélanie jusque-là était catholique, non pratiquante, mais catholique baptisée. Elle vient de rencontrer Dieu avec une musulmane. Elle cherchait une bouée de sauvetage. Eh ben, elle l'a trouvée. Europe 1, Ondolate raconte. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de la chanteuse de rap Diams, qui au sommet de sa carrière en 2007 et 2008 se retrouve frappée par une maladie terrible, la dépression. Et ce sentiment que le monde du showbiz dans lequel elle a acquis le statut de star n'est pas le sien, qu'elle n'est pas à sa place. Fin 2008, après plusieurs séjours en clinique psychiatrique, Diams semble avoir trouvé une bouée de sauvetage à laquelle s'accrocher. La foi, qu'elle découvre avec une amie musulmane, Soussou. Tout à l'heure, pour débriefer cette histoire, je serai avec Juliette Fievé qui connaît très bien le monde du rap dans lequel elle a évolué depuis 20 ans en maison de disques et comme animatrice de télé et de radio. Il me reste à vous raconter la conversion de Mélanie à l'islam et sa décision, souvent mal comprise, de mettre un terme à sa carrière pour vivre une vie plus apaisée, de mère de famille. Sa première prière dans cette salle de bain de Lyon avec sa copine Soussou a été comme une révélation. Tout du long de cette année où j'ai enchaîné la psychiatrie, les médicaments, la dépression, les tentatives de suicide et tout, j'ai toujours été croyante. Mais j'avais beaucoup de mal à me raccrocher à Dieu. C'est-à-dire que j'en faisais pas un axe central dans ma vie. Et c'est vrai que par moments, par tranche, des fois j'avais un peu de lucidité. Je me disais, tiens, j'aimerais tellement parler à Dieu. Puis finalement, on lâche l'affaire, ça se fait pas. Et puis là, tout d'un coup, il y a une copine qui vous dit, moi je vais prier. Et je dis, mais moi aussi je veux prier. Moi aussi je veux parler à Dieu. Et elle me dit, viens. Et j'ai vécu un moment, pour la première fois de ma vie, j'ai mis mon front sur le sol. Ça a été quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on fait devant un autre que Dieu.
Mélanie, qui n'est déjà presque plus Diams, fait sa prière tous les jours, seule. Pour la première fois, la solitude ne lui pèse pas. Au contraire, sa conversation avec Dieu lui fait du bien, et ça l'inspire même. Elle reprend la plume, elle se remet à écrire des chansons, elle a retrouvé l'inspiration. Et en parallèle, elle se lance dans la lecture assidue du Coran. Soussou lui a prêté un exemplaire, ça la subjugue. Elle y trouve une sorte de quiétude. Elle dort mieux, pas beaucoup, mais mieux. Elle n'a plus d'angoisse. Elle peut même arrêter les médocs complètement. Et quand elle a fini de lire le Coran, c'est décidé. Elle va se convertir. Et ça, c'est pas bien compliqué. Il suffit de dire « Il n'y a de Dieu que Dieu et Mahomet est son prophète ». Et c'est fait. Ça se passe sur une plage de sable fin de l'île Maurice, où elle est revenue prendre l'air. Elle s'agenouille face à la mer bleu turquoise, à l'ombre d'un palmier. Elle lève la tête vers le ciel. Elle prononce la phrase rituelle et elle ajoute « Oh mon Dieu, sois témoin que je veux me convertir à l'islam. J'ai lu ton livre. Et je suis prête à tout suivre et tout pratiquer. Pardonne-moi pour mon passé, car je ne savais pas. » Et quand la nuit tombe, lui vient alors une idée folle. Elle va sortir un nouvel album. Mais ce sera sans promo. Parce que maintenant qu'elle est convertie à l'islam, elle voit bien le piège qui s'ouvre. Les journalistes ne vont lui parler que de ça. Que de ça. Et elle ne veut pas passer son temps à s'expliquer devant des gens qui n'ont même pas la foi. Donc, elle va faire un album, le 4e. Elle entre en studio en mars 2009 à Paris. Il s'appellera SOS. Et ça sera le dernier. À l'approche de la trentaine, j'appréhende la cinquantaine, mais seul Dieu sait si je passerai la vingtaine. Mon avenir et mes rêves sont donc entre parenthèses. À l'heure actuelle, j'ai mis mes cicatrices en quarantaine. J'écris ce titre comme une fin de carrière. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, puis j'ai fait marche arrière. S'il était mon dernier morceau, j'aimerais qu'on se souvienne que derrière mes balafres se cache, c'est une reine. Je vous l'ai dit, Mélanie a décidé de ne pas parler aux journalistes. Mais les journalistes, eux, on ne les changera pas. D'autant que, en septembre, elle s'est mariée. Ça ferait une jolie couverture, ça. Diams et son mari musulman. Un matin, quelques semaines avant la sortie de l'album, elle reçoit un coup de fil d'une copine. « Allô, Mel ? T'as vu Paris Match ? » « Non, pourquoi ? » « Eh ben, cours l'acheter. » Elle fait la une de Paris Match. Un paparazzi l'a photographiée sortant de la mosquée avec son mari. Elle porte un voile noir de la tête aux pieds. On ne voit que son visage. On m'a volé. On m'a volé une partie intime de ma vie. Ma mère ne m'avait jamais vu habillée comme ça. Ni mes grands-parents, ni mon oncle, ni mes amis. Tout le monde a perdu pied, hein. Mon entourage proche, certes, mais les gens qui travaillaient avec moi, j'ai perdu quasiment une grande partie de mon équipe parce que plus personne n'avait confiance. Son album SOS sort en novembre 2009. Il entre directement numéro 1 des ventes. Elle en vend 300 000 exemplaires. C'est moins que le précédent, mais c'est beaucoup. Dans la foulée, avec une casquette pour cacher ses cheveux, elle écume les zéniths de France et de Navarre. Elle chante dans les festivals tout l'été 2010. Et après, elle redevient Mélanie. Point. Dans son autobiographie qu'elle publie en 2012, elle écrit « Je suis descendue de l'estrade. J'ai repris ma place auprès du peuple. J'aimerais lui dire que personne n'a le droit d'être au-dessus des autres pour vendre du rêve. Un rêve qui ne changera jamais la vie de l'affamé ou du jeune qui erre dans cette société, sans savoir où il va. Un rêve qui ne changera jamais la vie du père de famille qui galère à la fin de chaque mois ou d'une mère détruite à petit feu par son travail à la chaîne et qui préférerait peut-être rester chez elle, auprès de ses enfants. » Voilà.
Aujourd'hui, Diams a divorcé, elle s'est remariée et elle est maman de 2 enfants. Voilà donc pour cette histoire que j'ai choisi de débriefer avec l'une des meilleures connaisseuses du rap, Juliette Fievé. Vous avez fait, je l'ai dit, tous les métiers du rap, sauf rappeuse au fond. Vous avez été manager de rappeurs, vous avez travaillé dans des labels de maisons de disques, vous avez présenté des émissions sur le rap à la radio, à la télé, et aujourd'hui vous êtes à la fois sur RFI, à la radio, et vous venez de lancer sur YouTube la seule émission sur les musiques urbaines qui s'appelle Le Grand Paris. On vous trouve en tapant ça sur YouTube. Comment est-ce que vous recevez cette histoire telle que je viens de la raconter là, Juliette? Alors, Christophe, vraiment, vraiment, sincèrement, bravo. Parce que, évidemment, on a entendu 1 milliard de reportages, lu 1 milliard de choses au sujet de Diams. Cette histoire, je la connais très très bien et j'ai rarement entendu, un reportage aussi émouvant, aussi vrai et aussi humain, plein d'empathie et sans aucun jugement de valeur. Donc, vraiment, merci. On n'a pas comprise. Non. Et puis les journalistes, comme vous le disiez tout à l'heure, dont je fais partie, sont parfois virulents, maladroits, etc. Pour faire du profit, pour faire du sensationnel. Et personne ne l'a compris. Et effectivement, quand on atteint un stade de notoriété tel que celui de Diams, finalement, on appartient au peuple. Voilà, un peu comme Johnny Hallyday. Ouais. Et donc, finalement, les décisions doivent se faire en famille. Donc, on doit être 66 millions à valider, ou 60 millions à valider les décisions de Diams. Et je pense que les gens se sont sentis trahis, mais par ignorance ou dans l'incompréhension en fait de ce qui se passait. Mais ce qui lui est arrivé est quand même très très difficile. Et si je peux rebondir sur justement cette histoire de notoriété, il y a 2 types de personnes. Vous savez ce qu'on va faire? On va envoyer la pub. Ah oui, d'accord. Et puis on va revenir spécifiquement sur cette question de notoriété pour avoir du temps devant nous, que vous nous expliquez comment ça marche dans le rap. Parce qu'il y a des stars aujourd'hui. Les plus gros vendeurs de disques en France sont des rappeurs. Europe 1, on de la raconte. Je vous ai donc raconté aujourd'hui l'histoire de la chanteuse de rap Diams, devenue star au début des années 2000, un peu finalement à son corps défendant. Elle n'aimait pas le milieu du showbiz dans lequel elle évoluait. Elle a traversé une très grave dépression et elle a envoyé tout balader. En 2010, du jour au lendemain, on ne l'a jamais plus entendu depuis. Et pour débriefer cette histoire, je suis avec Juliette Fievé, qui connaît bien le monde du hip-hop, du rap, pour avoir pratiqué tous les métiers qui vont dans ce milieu-là, des maisons de disques jusqu'au métier de journaliste radio et télévision. Juliette, la description du monde du showbiz à haut niveau, dans lequel évoluait Diams en 2007 et 2008, correspond à la vérité à votre connaissance? Complètement. C'est complètement irréel et irrationnel. Et c'est inimaginable pour avoir justement accompagné Diams. Elle a 26 ans. Ouais. Pour avoir et pour autant, elle était prête. C'est pas comme si ça lui est arrivé du jour au lendemain. Ça faisait quand même des années qu'elle se battait justement pour pouvoir vivre de son art. Mais c'est choquant puisqu'en fait, tout votre entourage déjà change. C'est-à-dire que même les gens les plus proches changent pour la majorité d'entre eux. Ils ne vous parlent plus de la même façon, ils se comportent différemment. Ensuite, il y a un tas de gens qui, évidemment, sont intéressés, veulent vous vendre des baskets ou vous donner des baskets, comme vous le disiez tout à l'heure. Et puis, c'est extrêmement perturbant, d'être montré du doigt ou d'avoir, en effet, comme vous le disiez encore tout à l'heure dans le reportage, des gens qui vous regardent en pleurs. Enfin, c'est complètement surréaliste. Donc, le rapport avec l'être humain ou le rapport avec la vie, vous allez faire vos courses au supermarché, etc. Tout est complètement différent. Et finalement, cette notoriété vous plonge dans une solitude. Et ça, je pense que c'est inhérent à toutes les personnes extrêmement connues. Ça n'est pas normal. Nous ne sommes pas faits pour être dans ce genre de contexte, en fait. C'est violent. Ça se sait, à l'époque, qu'elle ne va pas bien, alors qu'elle connaît le succès? Non, parce que ça se sait au fur et à mesure du temps. Mais c'est vrai que au départ, tout le monde dit un peu comme Charlotte, en l'occurrence, tu as tout ce qu'il te faut pour être heureuse. Tu t'es battue pendant 15 ans pour pouvoir devenir une superstar. Les gens t'adoubent. Le monde, t'adore. Tu es l'enfant du peuple, la fierté de ta famille et tes amis. Tu es riche, etc. Mais tu nous fais la drama queen. À un moment donné, on est toujours, malheureusement, dans les comparaisons des souffrances. Et on est tous les mêmes. C'est-à-dire qu'on va dire à Diams au départ, mais enfin, t'es pas dans le tiers-monde en train de mourir de faim. Je veux dire, là, on est dans la comparaison des souffrances et les gens sont très manichéens, en fait. Oui. Et donc, du coup, oui, pendant un certain bout de temps, elle n'a pas été comprise. Elle est poussée par sa maison de disques, peut-être en surchauffe? Oui,
En même temps, Benjamin Schulvanich à l'époque, qui était chez EMI, la poussée. Donc elle est dans un très gros label. Ah oui, elle est dans un très gros label, mais avec EMI. des gens vachement bien. Amy Paté Marconi, en disant. Exactement. Chez EMI. Et en l'occurrence, non, ce sont des gens très très bien. Il y avait Zaya, il y avait Benjamin, etc. Une super équipe, parce que ça faisait des années qu'ils faisaient le chemin ensemble et qu'ils bossaient pour en arriver là. Alors effectivement, quand on vend des millions comme ça, ça se fait pas comme ça. Et c'est vrai que les gens, on peut ne se rendent pas compte du rythme d'un artiste de cette envergure-là. Ça veut dire que c'est 25 interviews par jour où on répète à peu près la même chose, les mêmes réponses aux mêmes questions. Ce sont des rythmes incroyables. On dort 4 heures par jour. Et donc, mais c'est normal parce que quand on lutte pendant 15 ans pour avoir cette notoriété, une fois qu'elle arrive, il faut continuer à bosser pour que ça continue et que ça perdure. Donc, je ne crois pas que elle ait été exploitée par un système. C'est juste que le système est comme ça et qu'en fait, c'est une rappeuse, à la différence de gens, par exemple, de la télé-réalité qui veulent être connus parfois. Oui. Juste comme ça sans rien faire. À la différence des gens qui ont pour vocation d'être connus, simplement, elle c'est une rappeuse, c'est quelqu'un qui voulait dire tout haut ce que beaucoup de gens disaient tout bas, pensaient tout bas, et donc elle voulait passer des messages. C'était un peu une militante, une révolutionnaire. Elle voulait essayer de rendre le monde meilleur. C'est pas quelqu'un qui avait pour but ultime d'être connu. Mais la notoriété est de fait fondamentalement un outil pour pouvoir passer le message. Mais ça n'était pas une fin en soi. Et cet outil-là, ça a été compliqué, il s'est retourné contre elle. Elle culpabilise sur l'argent. Alors ça, c'est un truc que peut-être les gens ne comprennent pas. Peut-être que vous l'avez rencontré chez d'autres artistes. Elle gagne beaucoup d'argent. Ce sont ses textes, ses propres textes. Les musiques ne sont pas d'elle. Ce sont ses propres textes, et puis elle écrit pour d'autres artistes. Elle écrit pour Amel Bent aussi à l'époque, qui cartonne. J'ai d'ailleurs croisé Amel Bent il y a 2 jours, donc je parlais de cette émission, et elle me disait, mon Dieu, mais nous sommes orphelins de Diams. À la fois, nous sommes humainement heureux pour elle parce qu'elle est en paix, en effet, mais en même temps, c'était une auteure incroyable, donc elle écrivait aussi pour pas mal d'autres gens. Donc elle gagne des millions. Des millions. Des millions et des millions d'euros. Vraiment, ouais. Oui, qu'elle a pas le temps de dépenser, et qu'elle trouve illégitime. Alors ça, c'est un truc, évidemment, qui est compliqué à expliquer, mais c'est possible de trouver qu'on gagne trop d'argent pour ce qu'on fait. Moi, pour le moment, je suis pas dans cette situation. Moi non plus. Écoutez, donnez-moi ça, on en reparle, on refait une émission autour de ça, mais je comprends, parce que effectivement, à partir du moment où on bouge en Afrique, mais pas seulement. En fait, il y a certaines régions de France où les gens vivent avec 600 euros par mois, des retraités qui ont travaillé toute leur vie et qui ont du mal à donc c'est vrai que autant d'argent parfois et autant de déséquilibre, c'est indécent, mais rares sont les gens qui ont justement cette lucidité. En général, les gens plus ils ont d'argent, plus ils en veulent, plus ils font du business, et plus finalement ils se sentent supérieurs aux autres. Et Diam, c'est terriblement humaine et bienveillante, et donc elle a conscience aussi que ce déséquilibre est indécent comparé à vous savez, les artistes en général sont mis sur un piédestal, rangés sur un piédestal, alors qu'en réalité, un monsieur qui travaille à l'usine ou sur les chantiers, ou une dame, qui fait des ménages, elle a autant de mérite, si ce n'est plus, qu'un artiste qui réussit, en fait. Donc, et elle comprend ça. Elle le vit ça. Bien sûr. Elle le vit ça. On fait une nouvelle pause. On parle ensuite de sa maladie, parce que, elle était malade, et c'était une maladie. Europe 1. On de la raconte. Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire de la chanteuse de rap Diams, devenue star au début des années 2000 et qui n'aimait pas le monde dans lequel elle évoluait, n'aimait pas le show business, et qui en 2010, après 10 ans de carrière, a décidé d'arrêter d'un coup et a totalement disparu des écrans radars. Et j'ai demandé à Juliette Fievé, qui est l'une des meilleures connaisseuses du monde du rap, d'être là avec moi aujourd'hui. Vous animez des émissions de radio, de télévision, et notamment une nouvelle émission sur YouTube, une émission qui s'appelle Le Grand Paris, et qu'on retrouve donc chaque semaine sur YouTube en tapant tout simplement Le Grand Paris au singulier sur YouTube. Bon, parlons de cette maladie, parce que ça, c'est un point que moi, je ne connaissais pas. Je ne savais pas que Diams avait été diagnostiqué bipolaire. Alors ensuite, il y a débat, vous avez toutes sortes de psychiatres. Manifestement, certains psychiatres lui ont dit non, vous êtes plutôt une dépressive chronique, une bipolaire. Peu importe, elle était malade. Et on peut pas faire ce métier-là en portant le poids d'une maladie aussi lourde. C'est une maladie très handicapante. Bien sûr, c'est très 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 handicapant, parce que c'est le principe des montagnes russes
en fait. Et la célébrité, déjà, c'est le principe des montagnes russes. Donc on ajoute des montagnes russes aux montagnes russes. C'est le sentiment que j'en ai, en fait, pour faire une métaphore. Un jour, on explose les scores de vente, le monde nous aime, et puis un jour, les gens vous détestent, ou un jour, on vous adoube, le lendemain, on vous critique sur les réseaux sociaux, et c'est d'une violence inouïe, parce que Jam, c'est que tous les artistes, finalement, lisent parfois, et bien tous ces commentaires qui sont d'une violence inouïe. Donc, dans la vie d'artiste, déjà, on est dans le principe des montagnes russes, et puis cette maladie qui est une vraie maladie, qui était peut-être pas diagnostiquée aussi bien aujourd'hui, enfin à l'époque qu'aujourd'hui. C'est comme la dépression nerveuse. Il y a encore des gens qui pensent que bon, c'est du laisser aller, c'est de la faiblesse. Avec la petite déprime saisonnière, c'est pas la même chose. Et qui considèrent que c'est de la faiblesse. Et donc du coup, c'est une maladie qui est incomprise, et les gens ne comprennent pas ce qui lui arrive, en fait. Vous avez connu, vous, des rappeurs qui avaient cette maladie et qui sont arrivés à exercer leur métier avec cette maladie? Non. La moitié des bipolaires ne peuvent pas travailler. Non, j'ai pas connu de rappeurs ou même d'artistes. J'ai connu des gens bipolaires, et je sais, et des gens qui m'ont été très proches, et je sais à quel point c'est d'une violence inouïe, en fait, au quotidien. C'est un combat avec soi-même quotidiennement, et donc c'est sûr que le terrain de la notoriété et ne pas être en paix une seule seconde n'est pas favorable justement à la guérison. À l'hygiène de vie indispensable aux gens qui ont cette maladie. Alors sa rencontre avec l'islam n'est absolument pas comprise. Alors qu'elle rencontre l'islam comme une bouée de secours, elle aurait croisé une carmélite qui l'aurait amené prier à la chapelle du coin. C'est peut-être le catholicisme, la chrétienté qu'elle aurait embrassé. Là, c'est l'islam. Voilà, c'est comme ça que s'est bâtie sa vie. Complètement. Et puis après, pourquoi avoir un jugement de valeur? L'essentiel, c'est qu'elle soit en paix. Moi, tout ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas morte, qu'elle n'a pas, pris de médicaments de trop. La moitié des bipolaires se suicident. Bien sûr, mais c'est violent. Et puis tout ce qu'elle vivait est violent. Il n'y a pas à avoir de jugement de valeur, peu importe, comme vous le disiez, que ce soit l'islam, le catholicisme, le judaïsme, le bouddhisme, enfin peu importe. Je trouve que ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle ait trouvé la paix, et qu'elle soit heureuse, mère de famille, mariée et en paix, et que sa vie n'est plus en danger aujourd'hui. Après, c'est vrai que c'est arrivé à une période où on est sur un terrain en France, malheureusement, où il y a une incompréhension de l'islam. Moi, je suis pas islamologue, je suis pas là pour expliquer l'islam. Je sais juste qu'en fait, on est dans un pays fabuleux avec des gens tellement différents, et que si juste on s'écoutait tous un tout petit peu plus avec toutes nos différences, ça irait vachement mieux. C'est vrai qu'il y a eu les attentats, il y a eu tout ça, et donc il y a des raccourcis qui sont faits. Et encore une fois, je crois que les gens se sont sentis orphelins de Jams, qui était peut-être justement la petite française qui rappe, etc., qui avait une image vraiment de la française typique a priori, bien que la France ait toutes les couleurs et toutes les religions aujourd'hui. Et l'essentiel, au final, encore une fois, c'est qu'elle ait trouvé la paix. Moi, je suis absolument ravie pour elle. Un truc qu'on n'a pas dit, c'était une fille. Ouais. C'est la première rappeuse française. En fait, il y en a eu d'autres, mais il y a eu Sté, il y a eu Kenny Arcana, il y a eu plein de filles, mais vraiment, elle, à ce niveau-là, bien sûr, c'est la seule pour le moment. Personne n'a eu ce niveau. Même les rappeurs aujourd'hui ont du mal à atteindre le niveau de popularité de Jams. Et je peux vous dire qu'elle a dû jouer des coudes, parce que le rap n'est pas spécialement un milieu misogyne, contrairement aux apparences. En réalité, j'en discutais avec des confrères journalistes, il y a même pas d'histoire de balance ton porc, par exemple, dans le rap, contrairement à l'image que le rap peut véhiculer, en l'occurrence. Mais il n'y a pas ce genre d'histoire, mais c'est vrai que le monde est misogyne, et donc forcément c'est plus difficile pour une rappeuse d'y arriver dans le rap. Et je peux vous dire qu'elle avait un niveau mais qui était excellentissime. Moi je l'ai vu rapper, faire des freestyles face à des rappeurs de très très haut niveau, et vraiment les dépasser de très très loin. Donc sa victoire est largement méritée, mais elle a dû travailler 20 fois plus, donc c'est admirable. Alors la photo de Paris Match, je trouve qu'il y a là un moment extrêmement tragique, parce que elle vient de décider de se retirer du monde. Elle a renoncé aux millions, elle a renoncé à la gloire, et sans doute que les applaudissements, les bravos, les hurrahs lui manquent. Parce que, comme tous les artistes, elle était accro à ça. Elle en fait le sacrifice pour trouver la paix. Et là, on vient la chercher. et un paparazzi ruine ce moment-là. Ce que je trouve encore plus violent, moi, dans cette histoire de couverture, c'est que sa mère, sa famille, ne l'avait jamais vue
voilée. J'imagine qu'elle choisissait le moment opportun pour, parler de tout ça avec sa famille. Elle s'était voilée pour aller à la mosquée. Voilà. Et d'ailleurs, la tournée d'avant, elle l'a faite avec une casquette. Voilà. Mais sa famille ne l'avait jamais vue voilée, etc. Et peut-être qu'elle attendait justement un moment opportun pour leur en parler. On ne sait pas quelle est la communication avec sa famille. Et d'un seul coup, c'est Paris Match qui explique. Qui sert d'annonce. Voilà, qui sert d'annonce, qui fait, qui dit les choses à la place de Jams, à ses plus proches. Je crois que ça doit être d'une violence. Enfin, c'est incroyable quand même. En tout cas, ça doit l'aider à ne pas avoir de regrets. Ouais, je pense. Enfin, de toute façon, je pense qu'elle en a pas parce qu'elle est en paix réellement aujourd'hui et elle est passée par plein de turbulences, des orages, mais justement, je pense qu'elle est encore plus en paix parce qu'elle sait à quel point elle vient de loin et à quel point ça a été difficile. Je pense qu'elle est pleine de gratitude aujourd'hui. Elle est en paix. Il y a plein de choses que, évidemment, les gens n'ont pas pu comprendre parce que à l'époque où l'idée est de s'affranchir du statut de la femme soumise, elle choisit de devenir épouse et mère de famille. Ouais. Ça aussi, c'est à contre-courant de l'ère du temps. C'est vrai, c'était... Alors voilà, encore une fois, plein de gens ne l'ont pas compris en disant, ok, d'accord, d'un seul coup, c'est de la schizophrénie, elle est féministe, et puis d'un seul coup, elle devient mère au foyer. Mais être mère au foyer, ça veut pas dire ne plus être féministe et s'occuper de ses enfants et être mariée, posée à la maison, ça ne veut pas dire qu'elle est soumise pour autant. Je n'y crois pas, moi, en fait. Je pense pas que ce soit une femme soumise dans l'absolu, et ça ne le sera jamais. C'est pas parce qu'elle est dans la religion Jams aujourd'hui que ça n'est plus la Mélanie ou la Jams qu'on connaît. Elle aura toujours cette flamme au fond d'elle. Aujourd'hui, elle écrit des bouquins. J'espère qu'elle fera plein d'autres projets et c'est une vraie artiste. Donc elle finira de toute façon, d'une façon ou d'une autre, par s'exprimer. Mais peu importe si c'est à travers ses enfants et sa vie de famille, c'est fabuleux aussi. Merci beaucoup Juliette Févé. Alors je rappelle le rendez-vous que vous donnez aux amateurs de hip-hop et de rap désormais sur YouTube. Alors c'est une fois par mois en revanche. J'espère que c'est une première en fait. On complètement autofinancé ça, ouais. Voilà, ouais. Sur YouTube. Sans S. Sans S. Le Grand au singulier, Paris au singulier sur YouTube. On vous retrouve aussi sur Radio France Internationale. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Demain, je vais raconter l'histoire d'Apollo 13. Si vous n'êtes pas tout jeune comme moi, vous savez de quoi il s'agit. En avril 1970, Apollo 13 décolle de Cap Canaveral aux États-Unis, objectif Lune, et puis après 2 jours de vol, un réservoir d'oxygène explose. Les avaries sont importantes. Il y a 3 hommes à bord de cette fusée. Ils ne vont pas pouvoir se poser sur la Lune. Que vont-ils devenir ? Figurez-vous que je ne vais pas vous donner la fin de l'histoire. Je la garde pour demain. Je profite de l'occasion d'ailleurs pour vous dire que toutes nos histoires sont disponibles en podcast et qu'aujourd'hui, sachez-le, nous réalisons près d'un tiers de notre audience en podcast. C'est-à-dire que nous sommes les inventeurs de la radio de demain. Il y aura bientôt plus de gens qui nous écoutent en podcast que de gens qui nous écoutent en direct. Mais ça n'est pas un regret. Au contraire, c'est avec enthousiasme que nous observons ce basculement. Christophe, vos histoires sont tellement fabuleuses qu'elles se conservent comme des bouquins. Merci, j'espère.